tous, ici les Lucasfilles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Épisode 5 de la playlist asiatique, nous allons retourner en Chine au 3e siècle avant Jésus-Christ dans une série dont le scénario aurait pu être écrit par Jeanne Masse. En rouge et noir. Faudrait exiler notre peur, mais Ah bah, je pense que le héros, tu vois, Ying Zheng, tu peux lui coller j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. J'effacerai mon cœur en échange d'un peu de douceur. Voilà. Donc effectivement, on va discuter trahison, complot. À Villainous Crush, parce que c'est vrai que c'est une série que tu avais mentionnée dans nos vidéos sur les méchants in love. Moi, le pitch m'avait bien intriguée. Et quand on retrouve des acteurs de 10 Miles of... le concept, t'as pas eu trop de mal à me le vendre, quoi. Et je regrette pas. On trouve des acteurs secondaires, c'est vrai. Alors, pour information.idot, c'est la première série chinoise que j'ai vue de ma vie. Parce que je l'avais vue, effectivement, en 2018, grâce à Tumblr et donc grâce à Relo. Parce qu'il y avait... je sais plus qui l'avait mis sur Tumblr, m'avait dit à quel point c'était magnifique. Et puis surtout, nous avait mis quelques images bien senties du Villainous Crush. Qui, bon... Alors, depuis maintenant, c'est vrai que je commence à les voir un peu plus comme des clichés, on va dire, des séries asiatiques, mais c'est vrai que le gavage à la chinoise quand tu veux pas manger, moi j'avais jamais vu ça. Alors depuis ça devient ma cantine, hein, je les vois régulièrement. Mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais là, oh putain, c'est chaud patate, c'est les Chinois. Le souvenir que j'en ai, c'était que c'était magnifique. Que l'acteur, les deux acteurs d'ailleurs sont très beaux, la photographie était somptueuse. Et puis alors moi c'est vrai qu'à l'époque je savais pas du tout que c'était adapté de faits historiques, donc je savais pas du tout que c'était une série historique. Je me dis ok, ils sont allés à fond dans une ambiance palais. C'est grâce à toi que en fait quand on en avait parlé au moment de peut-être du flop en Chine d'ailleurs justement, je dis ok d'accord, c'est vraiment c'est vraiment, disons que c'est très librement adapté, ou plus ou moins librement adapté, la vie, la jeunesse on va dire du futur premier empereur de Chine, donc Qin Shi Huang. Donc Ying Zheng dans sa jeunesse. Donc nous on va pas tellement parler de Qin Shi Huang, on va parler de Ying Zheng. Sourcils. Ouais, ou sourcils, oui, effectivement, qui a les plus beaux sourcils du monde. Ah ouais, c'est une œuvre d'art ces sourcils. On l'avait déjà remarqué dans 10 Miles of Peach Blossom. Ah bah l'acteur, c'est une œuvre d'art, hein. Il est très très beau. Il est beau. Mais sa partenaire Dila Reba n'a rien à lui envier. Hein. C'est pareil, c'est une beauté. Elle est mannequin, actrice en Chine. Elle est considérée comme une des plus belles femmes de Chine et peut-être même à ce moment-là du monde, hein, on a envie de dire. Hein. Alors qu'elle a un physique, on pourrait croire atypique, mais il faut savoir qu'elle vient de la minorité ouïghour, donc principalement musulmane du nord de la Chine. Donc ça explique pourquoi elle a des traits qui font entre guillemets moins chinois que la plupart des acteurs et des actrices qu'on a vus dans les autres dramas. Je crois qu'elle est considérée comme une synthèse de la beauté occidentale et la beauté orientale. Hein. Puis un visage hyper intéressant, ce qui fait que y a beaucoup d'émotions qui passent, qu'elle soit Cucula Praline dans 10 Miles ou qu'elle a un rôle beaucoup plus dramatique dans The King's Woman. Ouais, puis c'était leur 3e, je crois, collaboration. Enfin, on en a vu que 2 hein, sur leurs 4 collaborations, mais visiblement ils se retrouvent souvent, je sais pas s'ils sont dans la même écurie. Pas, mais l'un comme l'autre tourne tellement que fatalement à un moment donné. Puis ils ont une bonne alchimie à l'écran, donc je pense que c'est pour ça aussi ils font appel à eux. En tout cas dans King's Woman, l'alchimie entre les deux acteurs, elle fonctionne très très bien, que ce soit la partie de l'histoire où ils sont ennemis ou la partie de l'histoire où ils sont amants. Les dynamiques fonctionnent quel que soit le moment où on est dans la série, quoi. C'est ça qui était bien. Il s'agit d'une série de 2017, donc 48 épisodes de 46 minutes, hein, donc pour que vous puissiez programmer votre binge-watching, hein, et adapté, j'ai envie de vous dire un peu comme d'habitude, hein, d'un roman que vous pourrez pas lire, hein, probablement. Donc, sauf si vous êtes cynophone, hein, ou cynophile, voilà. Voilà, faut vous lancer, ou faut espérer qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien faire les traductions en ligne, hein, c'est souvent comme ça. Donc là, j'ai l'impression que c'est une série de romans, hein, donc c'est The Legend of Qin de Wen Shiren, et donc là il s'agit d'une partie qui est Liji Story. Donc alors le pitch, c'est en fait une tentative d'explication, en tout cas c'est les dessous de la tentative d'assassinat par Jing Ke de Ying Zheng, et donc la raison pour cet assassinat, une femme bien sûr, la belle et valeureuse Gong Sun Li. Donc là effectivement comme Aurélie a dit, on a un beau Villainous Crush des familles avec donc le roi qui avait fait une fixette depuis l'enfance, hein, on va revenir donc sur la fille. Donc il l'enlève, il
la marie de force par un odieux chantage. Et donc l'autre pitch, c'est tombera-t-elle amoureuse de lui? Parviendra-t-elle à transformer ce roi tyrannique en amant, voilà, ou en bon roi, enfin on sait pas. Donc est-ce que la grâce de l'amour va toucher ce personnage pas toujours très très sympathique? C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Quand on le rencontre, il est cruel, il est sanguinaire. À sa décharge, il y a quand même un gros passif, puisque sa mère... Oui, c'est un garçon qui avait un problème avec sa maman, qui a eu une vie de merde. Pour changer. Et vous savez que nous, on est là pour ça, hein. Ah, la mère, hein, Sigmund, tu le sais. Bon, en fait, ça c'est un fait historique, il était le fils naturel de Li Bu-wei. C'est avéré ça, parce que moi j'avais vu que c'était un peu de la propagande aussi. Hein. Est-ce qu'il était vraiment le fils de Lu Bu-wei, donc qui était à la base un roturier, qui a fini par devenir l'amant de la reine douairière, non de la mère de notre héros, ou est-ce que c'était des rumeurs pour miner son autorité, surtout venant des autres royaumes, parce que c'est ce qu'on appelle la période des royaumes combattants, donc au 3e siècle avant Jésus-Christ, et justement ce roi de Qin, donc qui occupait le plus gros du bassin du Sichuan, lui son ambition c'était d'unifier tous les royaumes, d'annexer tous les autres royaumes pour créer un grand empire de Chine, ce qu'il est parvenu à faire, qui ne lui a pas survécu longtemps puisque il est mort jeune. Non, c'est pas tant ça, c'est que ses héritiers n'ont pas réussi à maintenir l'unité de l'empire et ça a à nouveau explosé en différentes entités, mais voilà, c'est quand même une figure historique majeure pour la Chine, et donc on est à l'époque des royaumes combattants et lui veut annexer les autres, et donc les autres royaumes, forcément, ils ont peut-être fait courir aussi des rumeurs pas très sympas sur lui, sur son ascendance. Ça n'a pas été un empereur très très sympa non plus. Hein. On lui doit deux choses, hein. On lui doit le nom du pays pour nous, hein, c'est-à-dire la Chine, hein, parce que en chinois t'appelles pas ça Chine, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis on lui doit aussi l'invention du chapeau tue-mouche, et là je lui dirais pas merci. Parce que c'est non, pas merci. Alors à sa décharge, le seul qui porte très bien le chapeau tue-mouche, c'est justement Bin Zhang. Donc au moins l'inventeur du chapeau tue-mouche, ça m'avait pas tellement choqué quand je l'avais vu la première fois. Donc voilà, bravo, tu portes très bien ton invention. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils l'ont laissé imberbe. Il a pas la barbiche contrairement aux autres. Il est imberbe tout du long en fait. Et je pense que c'est pour ça passe mieux. Ça aurait été vraiment trop dommage. C'est parce que c'est avant qu'il devienne empereur, hein. Il est juste roi de Chine à ce moment-là. Hein. Mais roi de Chine, ce que tu disais avant avec Lu Bu-wei, moi ce que j'avais compris, c'était que c'est pas que la reine est devenue la maîtresse de Lu Bu-wei, c'était qu'ils étaient avant ensemble. Donc la maman était danseuse, donc l'équivalent de courtisane, on va dire. Donc genre avant quand tu danses, c'est pas bon. Non, elle était mariée avec ce marchand, et en fait le truc c'est que le marchand il a cédé sa femme au roi, et donc en fait elle est devenue la reine à ce moment-là. Mais elle l'a probablement cédé, elle était déjà enceinte, ou elle était pas, on n'en sait rien, mais en tout cas rumeur a couru que l'enfant n'est pas celui du roi, mais l'enfant du premier mariage. Et c'est d'autant plus important cette ambiguïté sur l'ascendance du roi, du Villainous Crush, que ça va résonner dans sa relation amoureuse avec l'héroïne. Ah ouais. Justement. C'est un film de bâtard. C'est un film de bâtard, littéralement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a plein de clichés de la série asiatique, et on a donc le Villainous Crush, le béguin du méchant, l'héroïne qui maîtrise les arts martiaux, machin, et un triangle amoureux, bien comme on les aime. Oh là, c'est un carré amoureux, hein, quand même. Hein. Ah oui, mais l'autre, j'ai tellement zappé la sous-intrigue, et écoute-moi. Ah, c'est vrai? Ah bah alors, on va en discuter alors, parce que tu vois, justement, moi, à la limite, je préfère la sous-intrigue à l'intrigue numéro 2, si tu veux. Je trouve mieux, moi, le deuxième... le troisième du coup prétendant que le numéro 2 si tu veux. Ah oui, je croyais que tu parlais de l'autre nana qui est amoureuse de Jinke. Celle-là oui, alors là non, je l'ai zappé complètement sous l'âne. Du coup vous êtes complètement perdus. Ah non mais alors on va vous refaire tout, vous inquiétez pas. On va vous situer. Alors donc l'héroïne, c'est la petite fille d'un grand maître en arts martiaux qui avait pris 2 disciples garçons. Et les 2 disciples garçons sont tombés amoureux de l'héroïne parce qu'ils ont grandi ensemble comme par hasard, etc. Et il se trouve qu'à l'âge adulte, elle est amoureuse du plus jeune de ses disciples, qui est le Jinke, qu'on a mentionné. Moi, je l'avais baptisé le flanc. Ça lui va bien. Oh là là, au secours.
donc elle est amoureuse du flan qui fomentera une tentative d'assassinat contre le roi de Qin, alias Sourcil. Comme ça, c'est clair. Voilà, comme ça, c'est clair. Donc, on a notre premier triangle amoureux ici, qui est aussi le triangle de leur enfance. Et il se trouve que le premier disciple du grand-père, le plus vieux, est aussi amoureux de l'héroïne, mais elle ne retourne pas ses sentiments. Là, pour le coup, elle le considère vraiment comme un grand frère. Il est dans la friend zone, lui. Dans la friend zone pour la vie, et il est prêt à tout sacrifier pour elle. Et moi, je l'aime beaucoup mieux. L'acteur est mieux, déjà. Il a beaucoup plus de charisme que le flan. Et je trouve que cette relation est vraiment sublime. C'est un amour désintéressé, altruiste pour cette femme. Pas une once de jalousie. Il y a pas de... C'est vraiment... c'est l'inverse de l'amour que lui portent les deux autres hommes de sa vie. Et on n'en avait pas parlé, tu vois, on est toutes les deux team Han Chen finalement. Hein. Ah oui, complètement. Team Friendzone, pour une fois. Même si j'avoue que le traitement du Villainous Crush, comme j'ai un pet au casque, moi ça m'a bien plu. Ah hein, bien sûr. Non, mais moi aussi, je te dis ça maintenant parce que je le dis maintenant parce que je regarde les différents... Enfin, l'organigramme là, mais non, j'avais Dieu que pour Vinjang. Hein. Je suis pas complètement con non plus. Hein. Le Villainous Crush à fond. Hein. Ah ouais. Donc il se trouve qu'au début, tout début de la série, le royaume dont ils sont issus, tous les quatre en comptant le grand-père, avait déjà été annexé par Qin. Et ils arrivent dans le royaume de Wei, qui est en cours d'annexation. Et le grand-père est assassiné par des hommes de main du roi de Qin qui font penser à ta force bleue, force verte. Oui, c'est ça, t'as montagne, forêt, eau et... c'est les quatre éléments. Avec une arme de prédilection, un peu comme les chevaliers de Rennes, mais chacun sa couleur. Enfin, un Power Ranger, c'était ridicule. Bref. Ouais, il manque le 5e élément, le pouvoir de l'amour. Lilou, elle n'était pas dispo. Exactement. Et donc, du coup, ils sont réfugiés dans le pays de Wei, et c'est là qu'ils rencontrent le roi de Qin, donc Sourcil, qui est incognito, qui se fait passer pour un marchand ou je sais pas quoi. C'est ça. Voilà, qui flash sur elle, parce qu'elle est forte en arts martiaux, parce qu'elle est juste super belle, etc. Et à un moment donné, elle est blessée. Elle prend un coup en prenant sa défense. Et pendant qu'elle est convalescente, il voit un collier autour de son cou. Et il reconnaît le collier. Et donc, il reconnaît la jeune fille. Et c'est le début de la fin pour elle. Alors, attends, ce serait trop simple parce que t'as zappé un truc. C'est que il flash sur elle, oui. Mais en fait, elle est déguisée en mec au début. C'est-à-dire que tu la vois, tu dis bien sûr, c'est un garçon. Hein. C'est évident. Ouais. Alors là, zéro crédibilité, hein, les gars. Faudra faire un petit peu plus imaginatif. Hein, parce que je sais bien pas Feng Jiwei, hein. C'est pas Nini. Hein. Je sais bien que c'est un trope qu'on va vraiment... On va se payer, je crois, jusqu'à la fin des temps. Hein, on le voit. Tarte à la crème. Ah, carrément. Et là, franchement, non, là, on n'y croit pas du tout. Et donc, le quiproquo du est-ce que c'est un garçon et d'avoir le docteur qui vient t'annoncer, mais en fait, c'est une jeune fille. Parce que c'est ça aussi, c'est le gros trope habituel. C'est en fait, le mec, il le découvre que quand elle est blessée et que le médecin, lui, en tâtant le pouls, a tout de suite vu que c'était une fille. Et donc, ouais, parce qu'on puisse se retrouver à partager un lit. Parce que c'est quelqu'un qui ne supporte pas de dormir avec qui que ce soit. Parce que quand on le rencontre, notre Ying Zheng, hein, il a déjà toute une batterie de poules à la maison. Hein, et son harem est déjà bien rempli. Et il va les honorer. Hein. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est un de nos rares héros qui va revenge fuck son harem. Je crois qu'il a un problème. Ça lui pose pas de problème d'aller coucher. Tu vois, ça, c'est assez inhabituel dans nos séries. Donc, ça vaut la peine d'être noté. Quand il a des frustrations sexuelles, il va pas se laisser emmerder. Il supporte pas, par contre, de dormir. L'intimité, c'est pas son truc parce que, en fait, c'est un gros parano qui supporte personne. Qui a vécu quand même une enfance et une adolescence troublée où s'assassinait à tout va dans le palais, etc. Enfin, il voit des ennemis partout. Comme il veut partir à la conquête du monde, forcément, il se fait des ennemis partout. Il annexe des royaumes les uns après les autres. Ses concubines, elles viennent toutes de royaumes qu'il compte annexer prochainement. Donc, ça complote à mort dans le harem parce que chacune roule pour son royaume d'origine, pour sa patrie. Donc, voilà, c'est les intrigues de palais avec des bitches, galerie des garces, encore une fois. Ah, vous savez ce qu'on pense des intrigues de harem, hein, de toute façon. Hein. Créer un harem, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres de la connerie. Hein,
Ça forcément. Ça. Avec sa grand-mère, qui est une forte femme, pareil, c'est elle qui tient le harem d'une poigne de fer. Ah bah l'impératrice douairière, moi j'ai surnommé Alice Sapritch. Oui, c'est ça. Il lui manquait que le porte-cigarette, tu sais. Non, pas la duègne. Elle a le grain de beauté. Elle n'a pas fait de striptease. Hein. C'est un mix entre la duègne et quand elle faisait Catherine de Médicis dans cette série télé qui était tellement bien. Alice Sapritch, ouais, mais c'est exactement ça. Elle fait flipper sa race. Et bien sûr, elle va détester l'héroïne dès qu'elle va entrer au harem. Hein. Et ça va comploter à tout va, ça va empoisonner à tout va. Enfin, bon, tout ce que vous pouvez imaginer comme crasse. Hein. Ah bah, il y a un sacré nid de poule, hein, parce que t'as l'impératrice douairière, t'as la reine... Littéralement. Ouais, t'as le nid de poule, ouais, carrément. T'as la reine, donc la maman de Ying Zheng, qui est complètement folle dingue, hein, qui se balade avec son polochon sous le bras en pensant que c'est son bébé. Bon, faut dire qu'il a tué ses demi-frères, ses deux petits frères, il les a tués. Il a arraché ses petits frères, qui étaient encore des enfants, des bras de sa mère pour les assassiner. Ça commence comme ça dans le premier épisode, je crois. Donc, pour vous situer le mec, fou, cruel. Alors, je pense que selon les normes de l'époque, c'était moins choquant qu'aujourd'hui, mais quand même... Bah oui, c'était un petit peu une tradition. Hein. Quand t'accédais au trône, tu te débarrassais de tous les mâles rivales. Un peu, j'ai envie de dire, chez les lions. Hein. Et bah, dans le harem de Topkapi, c'était pareil. Hein. Tu mettais le fils aîné dans la cage d'or et changement de dynastie, changement de reine, changement de... Ça dégageait. Hein. Ils faisaient le ménage, bien sûr. C'est pour ça que tu te comprends d'autant moins l'obsession à vouloir avoir plein de gamins, parce que comme ils savent que forcément après, ce qui est d'ailleurs un point qui est discuté, qui est que bah il y en a un qui, c'est comme dans Highlander, hein, il doit en rester qu'un, donc en fait on est plein, en sachant que de toute façon il y en a un qui devra prendre le pouvoir et massacrer les autres. C'est la sélection presque naturelle, tu sais. Presque naturelle. Le seul qui sera digne de transmettre ses gènes sera le plus fort de la portée. Ouais, ou celui qui aura été favorisé par telle reine ou tel eunuque. Ou aura tué les autres avant. Puis c'était pas toujours le meilleur qui s'en sortait quand tu vois. J'ai pas l'impression que dans leurs empereurs, ils aient toujours eu la crème de la crème. Bah, pas vraiment. Bah, dans son cas, en tout cas, à Qin Shi Huang, ça n'a pas été le cas. Donc, d'ailleurs, on le voit quand au début, il a déjà son héritier. Et l'héritier est déjà là, on le verra pas longtemps, on s'en fout un peu. Mais d'ailleurs, il s'appelle Fusu, donc on s'en fout complètement. Voilà. Mais je veux dire, il est déjà, quand il est en place, lui, à la limite, il cherche pas à avoir des gamins. Et alors, il y a un enjeu dans l'histoire qui est de savoir s'il va avoir une reine. Alors ça, oui. c'est un point que j'ai trouvé très intéressant parce que justement, ça donne une explication à une situation, un fait historique, qui est que l'empereur n'aura jamais d'impératrice. Et j'ai trouvé ça bien de la part de... J'imagine que c'était l'idée de l'auteur qui a fait le roman à l'origine. C'était probablement ça. C'était bon, alors pourquoi il a jamais choisi de reine? Alors, tu peux partir sur le fait qu'il avait une misogynie de base qui est liée à sa mère, à la réputation de sa mère et donc toutes les histoires qu'il a pu avoir. Donc encore une fois, hello Sigmund. Mais l'explication de Wen Shiren, de l'auteur et donc de la série, elle est intéressante parce que c'est... en tout cas, elle est intéressante. Elle nous séduit beaucoup plus parce que ça part du principe qu'en fait, il a eu un amour dans sa vie qui n'a pas voulu et n'a pas pu devenir sa reine. Et donc, du coup, pauvre chouchou, ça en est jamais remis. Enfin, pauvre chouchou, entre guillemets. Ça en est jamais remis. Vous allez voir, un pauvre chouchou... Ah bah, c'est compliqué. Et donc, du coup, il n'a jamais pris de reine, qui, quelque part, on va dire, est une qualité presque qu'on va lui concéder, hein, qui est que il en avait choisi une, il n'a pas pu l'avoir, donc du coup, pot de balle, j'en aurais pas. Donc il a eu des femmes, mais pas de reines. Et leur histoire est très compliquée parce que justement, quand il voit le médaillon, il la reconnaît. Et dans son enfance, il a été pourchassé par des ennemis de son père. Ça fait un peu penser à la Fronde, Louis XIV, tout ça. Et il n'a dû sa survie qu'à l'intervention de l'héroïne et du flanc. Donc ils sont à peu près dans la même tranche d'âge, hein, tous les trois. Ils lui ont sauvé la vie, ils l'ont protégé. Et ensuite, ils se sont retrouvés tous les trois à faire des vœux devant une pleine lune, mon pote. Un truc hollywoodien. Et il est tombé amoureux de la petite fille qui lui a pris la main, lui a fait un bisou, un bisou magique sur ses bobos à la main, parce qu'ils se sont battus pour survivre. Et depuis qu'il a 8-10 ans, il nourrit cette espèce d'obsession pour cette petite fille. Et il se trouve que c'est notre héroïne. Et c'est pas bon signe pour elle du tout. C'est le début de ses emmerdes, quoi. En fait, c'est intéressant de parler avec Louis XIV, parce que c'est vrai que ça se pose là, parce
parce que tu as quand même le fait qu'il ait eu une enfance quand même compliquée. Enfin, il s'est retrouvé humilié dans son enfance, comme Louis XIV, c'est quand même pendant la Fronde qu'il s'est menacé, retrouvé... humilié, menacé. Il a l'histoire de la bâtardise, ça suivait quand même beaucoup Louis XIV, parce que comme on en avait parlé toutes les deux en préparation, quand même le miracle de Louis Dieudonné XIV, là, après je ne sais plus combien d'années de mariage stérile avec Louis XIII. Je sais pas s'il a été donné par Dieu, mais c'est sûr que Louis XIII, Louis XIII, il était de la jaquette, hein, c'est un fait historique maintenant, on le sait tous, hein, mais... Donc, si tu veux, Anne d'Autriche prier et promettre de construire ce qui va devenir le Val-de-Grâce si elle avait un héritier mâle, c'était bien gentil, mais il fallait qu'à un moment donné, pépère Louis XIII, il aille au charbon, quoi, hein, donc... Puis t'as la petite l'histoire d'amour de son enfance, la petite Marie Mancini, il a dû quand même laisser en cours de route. Le harem, Louis XIV en avait un, j'ai envie de dire. Ça est vraiment dans la même ambiance qu'Angélique, marquise des anges, hein, sauf que là, on est encore une fois au 3e siècle avant Jésus-Christ, et là, tu te dis, punaise, l'avancée des Chinois, c'est juste hallucinant. Quand tu te dis, on est au 3e siècle avant Jésus-Christ, les gars. Ça, c'est un truc qui me sidère. Lou Boué, qui est notre Mazarin, parce qu'il y avait quand même de fortes présomptions sur Mazarin et Anne d'Autriche qui auraient fricoté ensemble, etc. Il a un frère, t'as aussi un seul frère, avec qui il y a des relations pas simples non plus. Mais il est pas comme monsieur d'Orléans, il est pas de la jaquette, a priori, son frère. Non, mais il se retrouve à recueillir le fils, un peu comme avec le régent, quoi, avec finalement, c'était c'était un autre fils, Philippe d'Orléans. Non, c'est vrai que c'est intéressant de... Et puis bon, la folie des grandeurs, hein, encore une fois, hein, sur son trône. La guerre partout, qu'on s'est pris des branlées pendant tout le règne de Louis XIV ou presque. On a quelques victoires, mais beaucoup de branlées aussi. C'est le cas là aussi, hein, il se prend des branlées, il y a de la c'est de la guerre permanente. Parce que comme tu l'as dit, il est dans une politique d'annexion de territoire. Et donc en fait, parallèlement à son envie de conquérir le monde, en tout cas cette partie du monde, il y a aussi le fait de conquérir une femme. Donc en fait, le corps féminin est éminemment un corps politique, hein, là-dedans. Donc l'idée d'arriver à conquérir. Et puis il y a le fait que dans le harem, il y a aussi, comme tu l'as dit, elle représente aussi des pays. Donc le fait d'avoir des guerres également, c'est-à-dire que les femmes, elles peuvent pas faire la guerre, elles font la guerre autrement. Bien que notre héroïne, en théorie, elle peut faire la guerre, puisque elle est rompue à la pratique des arts martiaux, et plus d'une fois, elle montre que faut pas la chercher. Alors, en théorie, elle te tue n'importe qui, hein, et ça se termine par un showdown à la fin où elle te fracasse la moitié des gardes du palais. Bon, on n'est pas là pour rigoler normalement. Et il y a une remarque qui à mon avis résume bien la perspective féminine, on va dire, en tout cas la problématique féminine dans la série, c'est la dame Chu, donc qui est une des épouses du roi, qui se rend compte que, à un moment elle dit à l'héroïne, si tu avais été un homme, tu aurais été général. Et au moment où elle doit se suicider, elle dit, en fait, je me déteste de pas avoir été un homme. Si j'avais été un homme, ça se serait pas passé comme ça et j'aurais pu défendre mon pays. Donc en fait, ça se résume par si j'étais un garçon, quoi. C'est-à-dire la frustration des femmes de pas avoir le même statut que les hommes, hein, et donc d'être réduite, on va dire, à des guerres de harem au lieu de faire la guerre autrement. Elles sont obligées d'utiliser d'autres armes qui sont le poison, qui sont les enfants qu'elles mettent au monde, qui sont dans un cadre très très restreint. Et alors là où ça c'était vraiment mal parti pour l'héroïne, c'est que elle se rend au palais parce qu'elle est recherchée de partout. Il veut absolument la retrouver, donc il placarde ses affiches partout, etc. Il veut la retrouver. Et je sais plus pourquoi elle finit par se rendre au palais. Parce qu'il a empoisonné son chéri. Donc en fait, le seul moyen, c'est un odieux chantage. Donc c'est-à-dire le seul moyen qu'elle peut sauver son flanc, c'est d'avoir l'antidote. Et l'antidote, il y a que lui qui l'a. Donc pas compliqué. Il lui dit écoute, je te donne l'antidote, mais tu seras à moi un bon vilain scroche de base. C'est ça. Sinon je tue l'hypoténuse, quoi. Enfin le flanc, le cul. Et c'est là qu'elle se rend compte, quand elle se rend au palais cette première fois, que c'est celui qu'elle prenait pour un marchand avec qui elle avait fait ami-ami. Eh ben non, c'est le roi de
Chin, c'est un enfoiré. Ah, elle est bien son arrivée, tu vois, parce qu'il est là, il arrive pas tout de suite à c'est vachement bien. Ouais, parce qu'il arrive sur le côté. Ah, encore une fois, ça je vais dire, les images, la photographie et le générique est somptueux. Ah oui. Il place bien l'ambiance de la série, c'est-à-dire on a vraiment un générique oppressant, carcéral, parce qu'ils sont là en train d'avancer au milieu de ce grand mur. Il y a chacun les entrées, les entrées des gladiateurs, hein, c'est un peu ça quand même, hein, c'est vraiment l'entrée au combat. Et donc ça te place bien l'ambiance de la série, plus le parti pris esthétique qui est vraiment marqué Jeanne Masse, hein, rouge et noir, effectivement. C'est vraiment frappant. Et bon, après, on pourra discuter des costumes, mais c'est vrai que moi, j'ai apprécié ce parti pris, le fait qu'ils ont choisi une esthétique et ils l'ont tenu jusqu'au bout. C'est très, très réussi parce que elle porte souvent, effectivement, du rouge, du pêche, de l'orange, même au niveau du maquillage, ça lui va très, très bien. Et lui, il porte beaucoup des ors, du rouge aussi, du noir, enfin, c'est très réussi. Mais avant ça, quand même, revenir sur... donc, elle a l'antidote que lui donne le roi. Elle négocie 3 mois hors du palais pour guérir le flanc, etc. et repartir pour être définitivement dans le harem avec le roi. Voilà. Donc, elle accepte le deal et elle n'en dit rien au flanc, à son chéri d'amour d'enfance. Et elle le soigne et cette conne, elle couche avec. Ouais, elle en profite, la coquine. Elle se dit quitte à... en même temps, c'est pas idiot non plus, parce que moi, j'apprécie ça, parce que souvent, nos héroïnes, surtout en Corée, si tu veux, encore une fois, ça manque de cul. Au moins, elle se dit, bon, je vais devoir aller au harem, je risque de me faire violer par un homme que j'aime pas. Elle se dit, au moins, quitte à avoir ma première nuit d'amour, autant que ce soit avec quelqu'un que j'aime. Donc, au moins, je lui donne ce crédit. Comme Angélique. Comme Angélique, exactement. Mais les parallèles avec Angélique dans cette série sont énormes. Parce que c'est des systèmes très, très misogynes, où les violences faites aux femmes se comptent par centaines, hein. C'est hallucinant. Et donc du coup, elle revient au bout de 3 mois, elle tient sa promesse, elle disparaît de la vie du flanc, elle l'abandonne et lui il sait pas pourquoi, etc. Et malheureusement, quand elle arrive dans le palais, le premier soir, le médecin l'ausculte, machin et certificat médical, tu vois, avant d'aller coucher avec le roi. Des fois que tu lui ramènes une chaude pisse, tu vois, ou un truc comme ça. Elle est en parfaite santé, hein, mais elle est enceinte. Voilà, il y a un petit cadeau supplémentaire, c'était le cadeau bonus, tu vois. Et le roi, il est pas content du tout. Ah ouais, il est là, ouais, bah alors on va s'en débarrasser tout de suite du petit rejeton, donc il veut la faire avorter, hein, parce que voilà. Et là, maman ours, elle monte sur ses ergots, c'est mon enfant, c'est l'enfant de ton ami, c'est un bâtard, etc. En plus, le roi, vu son passif, voilà, elle lui dit, c'est mon enfant, si tu veux le tuer, tu me tueras moi, etc. Donc c'est dès le premier soir, c'est guerre de volonté, en fait, hein. Elle ne cède rien, elle le déteste, enfin tu vois, leurs interactions, elle le regarde jamais en face, ou alors c'est pour lui jeter des regards de défi, etc. Alors évidemment, comme j'aime moi ce genre de dynamique, plus elle le défie, plus lui il kiffe, plus il a envie de la soumettre, etc. Et il finit par accepter qu'elle est son enfant, ce que j'ai trouvé finalement assez moderne de sa part, en tout cas dans cette première partie de l'histoire. Il aurait très bien pu la tuer sur place, et voilà, ça en dit long aussi sur le fait qu'il est vraiment, enfin, amoureux d'elle, obsédé par elle. Et, ça va être la grande question dont on va débattre toi et moi, hein. On va faire les pour et les contre, hein, mais est-ce que la question qui se pose autour de cette série est est-ce que le roi aime Lee? Est-ce que finalement Ying Jung il aime Lee? Bon, ça va être la question à débattre, hein. Pendant tout le début, je sais pas, ça dure au moins 20 épisodes, hein, 15-20 épisodes, presque la moitié de la série, où elle lui fait la gueule. Il fait preuve d'une très grande retenue, hein. On part sur 10 ans, hein. La série se passe sur 10 ans sur nos 48 épisodes, hein, puisque le gamin sert de référence, on va dire, du coup. Parce que t'as le pré-gamin, le moment où il y a le gamin qui se fait, et puis après on sait qu'à la fin le gamin il a 9 ans, donc on peut partir sur 10 ans, hein, donc. Et donc elle a son enfant, il accepte qu'elle le garde au palais, mais avec des précepteurs et machin, etc. Il a attendu que le bébé naisse, tu vois, pour se dire, pour mettre le couvert, tu vois, il a été quand même sympa. Il la menace plus trop avec la vie de son enfant, même si elle sait très bien que c'est une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, et qu'elle ferait tout pour protéger Tianming, donc qui est son enfant. Il le reconnaît comme son enfant,
ça non plus, t'es pas obligé de le faire. Enfin, là, voilà. Bah donc, si, parce que sinon elle se faisait tuer en fait. Elle pouvait pas... Bah sinon, fallait tuer l'enfant. Voilà, puis elle aussi probablement, enfin ça devait sauter avec. Donc il reconnaît le Tianming comme son fils. Et donc leur relation s'améliore un petit peu au fur et à mesure qu'elle le découvre sous un nouveau jour. Alors à un moment donné, elle est malade. Non, c'est quand elle est enceinte, elle a ses vertiges ou je sais pas quoi. Et c'est sa façon de la nourrir. Hein? Je te laisse décrire cette scène. Ah bah je te laisse le choix dans la date, hein, parce que justement c'est un repas de date, hein, et elle veut pas manger, elle veut pas se nourrir, donc donc du coup il a trouvé the méthode, hein, mais bon, c'est encore une fois c'est une méthode cliché, hein, c'est-à-dire monsieur met la date dans sa bouche et donc l'embrasse pour forcer à mettre la date dans la bouche. Alors c'est une technique intéressante, hein, voilà, ça marche bien, hein, surtout quand ça vient de quelqu'un qui ressemble à Sourcil, ça passe très très bien. D'ailleurs, elle est un petit peu interloquée au début, ça a pas l'air de lui déplaire complètement, enfin je dirais que c'est un des premiers paliers dans leur relation, hein. Et ouais, non, elle tombe amoureuse de lui au fur et à mesure, hein, Au fur et à mesure qu'elle découvre une partie plus sensible de lui, en fait. Elle essaie de comprendre ce qu'il y a derrière le projet politique d'unifier les royaumes, parce qu'elle a vu en direct hein, les combats, le résultat des annexations, les villes rasées, tu vois, le peuple torturé, donc ça lui pose problème. Et puis, donc, il essaie de lui expliquer sa grande vision pour ce qui deviendra l'Empire de Chine, pour assurer la paix, etc., la prospérité. Il pense qu'il est l'homme de la situation, mais bon, il y a aussi tout son côté intransigeant, il se met en colère, il peut être quand même assez agressif physiquement, c'est un prédateur quand même, hein. Il la prend dans ses bras, les baisers volés, en veux-tu, en voilà. Ouais, mais par contre, il nous fait le classique du j'attends que tu te donnes à moi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il vient régulièrement, voilà, tous les soirs, il vient, bon alors, ça y est, c'est ce soir qu'on couche, il est peut-être temps qu'on consomme notre mariage, ça fait 1 an que j'attends, là. Il la garde pas derrière l'oreille. Alors, il essaye plusieurs méthodes. Il est plus doux avec elle. À un moment donné, il devient plus doux avec elle. Quand elle va dans le harem, elle rencontre les autres épouses. Lady Chu peut pas la blairer, lui fait crasse sur crasse. Lady Min devient son amie. L'impératrice douairière, Alyssa Pritch, elle peut pas la saquer, elle lui fait des crasses, il y a des complots. Ouais, parce que la douairière, elle aime que Madame Chou, donc c'est sa chouchoute, ouais. littéralement. Bah, elle l'aime, mais en même temps, elle la méprise, parce que Madame Chou, elle est vénéneuse, mais c'est pas la personne la plus futée du monde. Donc, elle a un pouvoir de destruction, elle peut faire du mal, mais elle est pas assez intelligente pour faire vraiment le plus grand mal possible. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle finira par comprendre que, comment elle s'appelle, l'héroïne, elle a jamais voulu lui faire du mal. C'est quand même quelqu'un qui s'est mis les serviteurs dans la poche parce qu'elle est gentille. Et la mère du roi aussi, hein, parce qu'elle est gentille. Et la mère avec du roi elle, qui a pété les plombs. À un moment donné, Tianming a disparu du palais. Elle est toute retournée. Le roi aussi, il remue ciel et terre pour retrouver son fils. Et finalement, c'est sa mère qui se remet pas de la mort de ses enfants et qui avait enlevé le petit et qui lui a pas fait de mal, hein, bien sûr, mais qui a pété les plombs. Elle croit que c'est le sien et machin. Et ils finissent par retrouver l'enfant. Et quand l'héroïne prend la mesure de ce qu'a traversé cette femme, elle éprouve beaucoup de compassion pour elle et elle va la voir souvent. Elle fait en sorte qu'elle finisse par se rabibocher avec son fils. Elle lui amène le petit, elle lui amène des dates, elle lui amène des friandises, elle l'écoute, et c'est beau les scènes qu'elle a avec cette femme. Surtout que elle a pas eu vraiment de mère, hein, l'héroïne, encore une. Elle avait son grand-père, mais elle avait plus ses parents, quoi. C'est assez intéressant, les personnages féminins secondaires, parce qu'effectivement, au début, tu te dis, oh, tu te dis, moi, au début, la mère folle dingue, c'est pareil, je me disais, oh, aïe, aïe. Et puis, en fait, c'est un personnage que j'ai bien aimé, moi, plus ça allait, plus je l'aimais bien. Et pareil, donc, tu parlais des deux, là, Chou et Min. Alors, la dame Min, moi, ça me fait marrer, parce que chaque fois, j'avais Merlin l'enchanteur, j'avais la fabuleuse, incroyable Madame Min. Madame Mim. Exactement. Et puis, donc, la dame Chou. Et c'est vrai qu'au début, tu commences avec la dame Chou, c'est la salope, c'est ta bitch de service, mais vraiment plus. Et en fait, tu te rends compte que c'était la plus noble et en fait, elle termine super bien. Elle a une fin
de toute beauté, hein, avec un magnifique suicide, d'une dignité, et en fait elle montre qu'elle a évolué, qu'elle est intelligente, et donc on arrive à l'apprécier. Et l'autre, la Madame Ming, qui au début était sympathique, se révèle être une salope de première. Donc, donc l'inversion des personnages. Elle tire les ficelles. C'est une pourriture, mais incroyable. Mais ça, on s'en rend compte vraiment dans le dernier tiers de la série. Puis tu as aussi l'eunuque qui est originaire de Zhao, comme la mère du roi. Et l'eunuque, qui ferait tout pour que Zhao, son royaume, soit pas annexé. Mais en même temps, il travaille... c'est le collaborateur direct du roi de Qin, donc de Villainous Crush. Donc il est dans une situation compliquée. Il complote à gauche, il complote à droite. Un coup, c'est avec Madame Truc, un coup, c'est avec Madame Bidule. Il aime bien torturer les gens, et notre héroïne se retrouve en prison à 2 reprises. Où là, t'as un peu du torture porn, où elle a attaché, fouetté, enfin bon, c'est un vrai problème, ça. Mais c'est un truc où les filles sont finalement plus intéressantes. Toi, c'est amusant parce que plusieurs fois où il y a les histoires de harem qui sont discutées, et t'as les mecs qui assistent au crépage de chignons, et Dieu sait si elles ont du chignon à crêper, des nanas, et tu les vois, tu vois la tête des mecs, ils sont là, putain, même gonfle avec leurs histoires, c'est poufias, tu vois, on voit vraiment que ça les fait chier à 300 sous de l'heure. Mais en fait, dans la série, les filles sont beaucoup plus intéressantes que les garçons, parce que tu vois tout le complot secondaire de Jinke, et le complot avec Danny Boy, là, le prince Dan, là, il m'a gonflé. J'en avais rien à secouer des autres, et pour le coup, les mecs sont vraiment flancs, tu vois. Et donc les filles sont, au début, que tu penses que ça va être justement neuneux, superficiel et pas intéressant, en fait le vrai enjeu, il est plutôt du côté des femmes que du côté des mecs. Elles font autant de dégâts d'un point de vue politique dans le harem que les armées sur le terrain. Pour protéger leurs nations respectives, leurs royaumes respectifs, les empêcher de se faire annexer par celui qui est devenu leur époux, elles font plus de dégâts. Ça complote, ça empoisonne, ça a des liens avec l'extérieur, ça envoie des courriers, enfin franchement, tout ça c'est très très trouble. La seule qui rentre pas là-dedans, c'est l'héroïne, puisque justement elle vient d'un royaume qui a déjà été annexé. Il y a pas d'enjeu pour elle. Le seul enjeu pour elle, c'est que son fils reste en vie, et à un moment donné que le père de son fils, alias le flanc, reste en vie aussi. Parce que ce con-là, évidemment, il part en guerre contre le roi dès qu'il a compris que l'héroïne, elle était prisonnière dans le harem, il veut la sauver. C'est là que la friendzone, il entre dans la garde et qu'il la protège. Il lui sauve les miches à plusieurs reprises. Et là où le roi, tu te dis, il est pas si pire, c'est quand il sait que ce personnage, il est un ami d'enfance de l'héroïne. Elle s'est fait engrosser quand même par l'autre ami d'enfance. Il aurait pu le buter sur place, mais il décide de leur faire confiance. Ouais, enfin relativement. C'est vrai qu'on s'en rend compte après, mais le problème de l'héroïne, c'est qu'elle est fuckée, parce que ce que tu as dit avant, c'est qu'en fait, elle veut protéger tout le monde. En fait, elle veut que tout le monde vive. Le roi, son ami d'enfance, sa meilleure copine, les autres nanas. Enfin, je veux dire, en fait, faudrait que tout le monde... La boniche, la servante fidèle. Mais tout, voilà, tout le monde autour d'elle, oui, parce que même la servante, ça aussi, on se retrouve encore avec la servante quand tu penses être hyper sympa, et puis c'est plus compliqué. Et en fait, c'est ça, c'est un peu comme Fang Jouet, je veux dire, dans Rise of Phoenix, qui s'est retrouvé également coincé à cause de ça, c'est de pas finalement prendre de parti, parce que tu peux pas, dans cette ambiance-là, à un moment ou à un autre, t'es obligé de choisir une ligne, ou bon, quitte à en changer après, parce que les faits font que, mais en tout cas, t'es obligé de temps en temps de jouer l'un contre l'autre. Et elle, en fait, elle essaye de maintenir un statu quo, et que tout le monde vive au pays des bisounours, et c'est pas possible, quoi. Non, et en plus, il y a le fait qu'elle doit protéger son gamin derrière, bon, et que pendant l'essentiel de l'histoire, elle pense que le roi, il a fini par aimer son fils, et c'est joué comme ça, hein. C'est vrai que plusieurs fois, moi, j'ai noté, c'est bien, il a adopté le gamin, il joue avec, oui. C'est à peu près ça. On est vraiment du point de vue de l'héroïne, on adopte complètement son regard sur le roi, ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu lui trouves des qualités qu'il rachète un peu, le roi, au fur et à mesure, et tu arrives à comprendre qu'elle finisse par tomber amoureuse de lui. Nous, on lui avait trouvé les qualités du Villainous Crush, hein, déjà, à la base, hein. Il est... Enfin, c'est des choses que probablement je supporterais pas, que tu supporterais pas d'une personne lambda dans ta vraie vie, on va dire, mais... non, voilà, pas du il tout, est possessif, la fiction, il est alpha mâle, il est jaloux, il est... tu vois, il a tous les... Parano... Il coche toutes les cases, quoi. Ah ouais, tous les red flags, bien sûr, hein, ça oui, tous les red flags. Fiction, mais
on l'envie pas, cette pauvre fille, hein, qu'on soit bien clair. Bah ça se passe bien jusqu'au moment où justement, comme tu dis, il y a la torture. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme ça, tu vois, justement la scène où elle se retrouve en prison, elle se fait torturer. Et... fouettée comme Angélique dans le sultan, tu vois. Ouais, mais là, il est là, il assiste au truc et il se bat. En plus, il lui tourne le dos, il la laisse se faire battre. Et là, tu te dis, bon, voilà, mon gars, ça peut pas possible. Parce qu'après, on peut plus complètement défendre la relation, quoi. C'est sûr qu'à partir de là... C'est-à-dire que c'est un peu ça commence où vraiment on se dit, mais quelle enflure ce mec, etc. Ça monte, on commence à lui faire confiance, il est plus doux, il parle politique avec elle est de bons conseils, elle devient un peu son âme grise, etc. Elle l'apaise beaucoup, elle essaie d'arrondir les angles, on se dit... Oui, parce qu'il l'écoute, il l'admire. Il l'écoute parce que c'est une femme d'armes, il l'emmène à la guerre parce qu'elle sait se défendre, etc. Donc il lui fait confiance. Il lui fait confiance là-dessus. Et donc on se dit, ah super, etc. Finalement... Et puis ça recommence à redescendre, un accro après un autre dans leur relation. Des trucs qui te mettent la puce à l'oreille, l'héroïne aussi qui te font tiquer, qu'est-ce qu'il nous fait Joe les sourcils, là, c'est super bizarre. Jusqu'au dernier arc où là tu te dis, mais quelle enflure ce mec! Ah bah, c'est-à-dire que bien qu'elle lui ait sauvé la vie plein de fois et que c'est son amour d'enfance, hein, encore une fois, c'est vrai qu'en fait il lui a jamais fait confiance et que il la manipule. Alors il veut pas lui faire du mal à elle parce qu'il veut la garder pour lui, hein, jusqu'au bout, encore une fois, il la veut elle, mais c'est à l'exclusion de toute autre chose en fait, et de ses besoins ou de ce qu'elle aime etc. Donc effectivement il la respecte pas en tant qu'individu. Par contre quand on pose la question est-ce qu'il l'aime, moi je dirais oui. Maintenant c'est son amour, il est toxique, mais il y a quelques moments où il est un peu plus le moment où justement ils sont incognito, là où ils se retrouvent qui est des moments, c'était mignon ça, dans la ferme, oui, au moment où il comprend qu'elle est enceinte de lui. Alors lui qui il l'a quand même accepté avec un polichinelle dans le tiroir qui était pas de lui, donc tu penses tout content de pouvoir enfin avoir un gamin d'elle. Bon, il a déjà des enfants, mais bon voilà, et elle est là en train de vomir, il est tout inquiet, il se dit oh mon dieu t'es malade et tout, elle dit mais non imbécile, je suis enceinte, je suis en col. Et là il est tout chou. Et il est heureux, il est transfiguré, c'est plus le même mec. Alors malheureusement ils sont dans la ferme d'une vieille dame qui a perdu toute sa famille des mains de l'armée de ce mec là. Elle sait pas qui ils sont, mais le lendemain matin son armée le rattrape, s'agenouille devant lui en disant vous êtes le roi de Chine, etc. La vieille comprend et elle essaie de l'attaquer, donc elle se fait buter et elle dit à l'héroïne, mais comment tu peux être avec un monstre pareil, toi qui es si gentil, qui est un être si bien, comment tu peux être avec ce monstre? Et tu dis voilà, c'est vrai. Il avait une occasion de rédemption en fait, parce que lui il est aussi bouleversé parce que la vieille elle les avait accueillis, tout ça, puis c'est le moment où il a appris qu'il allait être papa, donc il aimait bien la mamie en fait. Il aimait bien la mamie et on voit qu'il accuse le coup quand elle meurt, mais au lieu de remettre en question sa politique d'expansion et sa manière de gérer son armée, etc., bien qu'ils reprennent l'armée en disant oui c'est pas bien d'aller piller et violer les gens, mais bon en fait il change rien à ça. Il a plein de moments où il peut apprend changer. Jamais. Non, voilà, il va rester, c'est bien le problème, c'est qu'il reste jusqu'au bout le même, quelles que soient les différentes épreuves qu'il a dans sa vie. Il n'aura pas de rédemption. C'est un vrai crève-cœur, quoi, parce que tous les moments où nous, comme l'héroïne, encore une fois, c'est notre proxy, on s'est dit, ouais, ça y est, c'est la bonne, il a compris, il a changé, et ça va aller, etc. Bah non, soit il y a un accès de colère, il perd le contrôle, et voilà, soit à la toute fin, tu te rends compte qu'en fait, en sous-marin, il la surveillait sans arrêt. La boniche qui était si dévouée qu'elle s'est fait torturer avec elle, elle était en prison avec elle, machin, elle a été battue comme plâtre parce qu'elle était co-accusée avec l'héroïne. Bah en fait, depuis le début, elle était à la solde du roi, ce qui fait qu'il savait tout ce qui se passait, tout ce qu'elle a confié à sa boniche, pensant être dans une relation sécure, parce que l'autre, elle a accepté d'être torturée, battue, emprisonnée pour maintenir sa couverture. Bah en fait, l'autre, la boniche, a répété tout au roi, et puis elle se rend compte, alors là, c'est le dernier coup de canif dans le contrat, elle s'est rendue compte qu'il utilisait son fils, donc Tianming, comme cible. En fait, il en fait son prince héritier, son héritier, au mépris de l'ordre des naissances, quoi, du droit d'aînesse. Et parce qu'en fait, il veut que le gamin se fasse buter dans la course au pouvoir par les rivaux, soit par ses autres fils, soit par les mères de ses autres fils. Ouais, ça les branle un peu quand même, là, du coup. Mais même, tu vois, je pense que même si là, elle réalise, je pense que elle l'aime encore quand même. Elle l'aime encore,
mais... elle met son gamin à l'abri, mais du coup, elle reste avec lui. Elle met son gamin à l'abri, elle s'enfuit avec son fils, elle le met à l'abri, et elle se rend compte qu'il n'a jamais aimé son fils, que tout ça, c'était pour l'amadouer, et qu'il a toujours considéré que son fils était un pion sacrifiable, et qu'en fait, il n'avait jamais accepté qu'elle ait eu un enfant d'un autre homme, parce qu'il est jaloux, parce qu'il est possessif, parce que, voilà. Et qu'un autre homme ait eu sa virginité aussi, hein, accessoirement. C'est vraiment le genre de mec qui a... Oui, c'est vrai que c'est jamais mis sur la table, mais... C'est dans le sous-texte, hein. Ça devrait, oui. Il s'attendait à ce qu'elle arrive vierge et pure et qu'elle ne soit qu'à lui. À manque de bol, elle a appartenu à un autre mec avant. Enfin, c'est comme ça que lui, il voit les choses. Et elle a même porté l'enfant de cet autre mec. Donc, et puis du coup, elle aura pas d'enfant de lui, parce que ça aussi. Parce que ça, on n'a pas parlé, mais malheureusement, évidemment, c'est très difficile, les grossesses, dans ce contexte-là. Au palais. Voilà, il y a quand même, tu perds facilement les gosses, hein, et donc, bah, du coup, elle a droit au bouillon de 4 heures, de minuit, là, pour le gamin, et bah, elle le perd tout de suite. Hein. Donné par la bitch Lady Min, qu'elle croyait être son amie, alias Force Lavande, parce qu'elle a souvent une robe lavande. Je l'avais baptisée comme ça. Et elle perd son gamin. Je pense que la donne aurait été différente si elle avait toujours été enceinte de lui au moment où elle se rend compte qu'il veut sacrifier Tianming. Elle aurait mis son fils aîné à l'abri, avec l'aide de son pote Friendzone, hein, qui sera fidèle jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, qui va donner sa vie pour protéger l'enfant une fois qu'elle l'a fait sortir du palais. Mais peut-être qu'elle serait restée avec lui si elle avait porté un autre enfant, en l'occurrence le sien. Je pense qu'à ce moment-là, il aurait une autre manière de faire son prince héritier. Je pense qu'il aurait choisi leur gosse, parce que tu vois, quand il apprend qu'elle est enceinte, c'est hyper mignon. D'ailleurs, il est là en train de trouver un nom. Alors on appellera notre fille la Lune, et puis le fils, j'ai oublié comment il l'appelait, mais il est déjà en train de tirer des plans sur la comète avec le gamin. Je pense qu'il aurait adoré le gosse. Il est vraiment heureux, quoi. Ils sont dévastés quand elle perd le bébé, mais donc mais 10 ans, et ils ont une seule grossesse quand même. Moi, j'ai un truc que je note, ils ont passé 10 ans ensemble. Il a pas tellement de gamins, hein, dans l'histoire. Et là, tu te dis, la politique de l'enfant unique des Chinois a une incidence sur les séries chinoises qu'on regarde, parce que je constate quand même que ce soit dans Ten Miles ou autre chose, ils ont jamais qu'un seul gosse à chaque fois. C'est pas possible. Enfants, même pas, je veux dire, limite. Un enfant par concubine, ouais. À chaque fois, c'est un enfant par concubine. Et là, tu as envie de dire, bon, je veux bien que ça a été une horreur pour eux de perdre le bébé, mais a priori, ils avaient l'air de continuer à se fréquenter. Ça m'étonne qu'elle soit pas retombée enceinte derrière. Bah, surtout qu'elle est tombée enceinte direct avec son flanc. C'est une coup, saillie, un moment. Tu sais pas combien de fois pendant les 3 mois ça s'est passé leur truc. Non, ils ont eu que quelques jours où lui il était d'attaque, hein, parce que sa convalescence avait été très très longue. Mais ça a suffi dans le 1000 et 1000. Donc voilà. Et c'est vrai qu'avec le roi, elle a eu qu'une grossesse. Bon, elle a pas couché avec lui tout de suite, hein, ça a pris plusieurs années. Après, ça escalade très vite. On est content pour lui, le pauvre. Hein, enfin, les pauvres, on a envie de dire, c'est terrible parce que le soir où enfin elle accepte, hein, d'être avec lui, c'est le soir où il lui coiffe, il lui peigne les cheveux, il arrive derrière, puis c'est ça, hein, il me semble, je sais plus. Quand il l'embarque en portée de mariée et tout, tu te dis, oh, c'est trop chou, tu pars. Il y a plein de moments dans leur intimité, une fois qu'ils sont amants et vraiment amoureux l'un de l'autre, etc., où ils sont vraiment très très choux. Ah ouais. Et donc la claque à la fin, elle fait d'autant plus mal, quoi. Ils sont là, ils s'endorment tous les deux sur les marches, ils sont mimi. Et qu'il soit resté un gros con tout du long, c'est terrible. En fait, il a pas évolué. Elle lui dit à un moment donné, mais en fait, tu ne m'as jamais fait confiance. Et lui répond presque, bah non. En fait, il en est incapable. Avec son passé, son background, il en est incapable. Et comme quand elle est arrivée au palais, elle avait déjà une trahison à son actif, en tout cas de son point de vue à lui, il lui a jamais fait confiance, quoi. C'est terrible. Ouais, alors on va dire que par rapport à la réalité historique, justement, alors c'est compliqué parce que t'as à la fois, je dirais, t'as une glamourisation du personnage du premier empereur, parce qu'encore une fois joué par Vin Zhang, hein, qui est encore une fois un très beau garçon, qui avait dû apprendre à monter à cheval pour le rôle, s'il paraît qu'il s'était vraiment préparé comme un fou pour le rôle, il avait lu plein de bouquins et tout, il s'était bien intéressé au personnage, et donc voilà, donc ils nous mettent un acteur séduisant pour un personnage qui n'est pas très séduisant en soi, puis dans le même temps, il y a enfin je vais te dire, justement ils auraient pu faire en sorte que le premier empereur soit présenté de manière... Et alors je pense que c'est probablement parce que, alors c'est un truc que j'avais
vu. Il y a une limitation qui est faite. À un moment, il y avait un risque de censure sur les séries historiques chinoises parce que justement, le gouvernement actuel chinois n'apprécie pas qu'il y ait justement une ultra romantisation ou glamorisation, une mise en valeur de ce passé chinois qui était monarchique là. Et donc du coup, qu'on puisse fantasmer sur le passé glorieux de la monarchie qui est pas bien. Du coup, ils essayent de limiter les séries. Et donc quand ils les présentent, je pense que c'est exprès finalement que ça se passe pas très bien ou que le personnage soit pas très attrayant parce que sinon, il y aurait peut-être des gens qui voudraient récupérer une monarchie. J'en sais rien. Je pense que c'est le concept qu'ils ont derrière. Ah, c'est possible. Mais c'est vrai que à un moment donné, je l'ai shippé à mort au milieu de la série quand il est gentil avec l'héroïne. Enfin, vraiment, on suit notre regard, c'est celui de l'héroïne de A à Z. Et puis à la fin, j'avais qu'une envie, c'était qu'il crève. C'est une ordure, c'est une pourriture finie. Donc c'est du villainous crush qui est très bien fait. Moi, je l'ai shippé dès le début, dès qu'ils sont dans le même pieu. Dès le début, parce que c'était un bon villainous crush comme j'aime, etc. Et puis après, ils sont ensemble. Donc là, je trouvais que les scènes étaient un peu moins sexy, mais par contre, elles étaient beaucoup plus choupi. Ça devient vraiment choupi. Et c'est là que je me suis mise à vraiment les shipper en toute connaissance de cause, en me disant, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire, de récupérer ce mec. Tu sais que j'adore les rédemptions, toi aussi, donc voilà. Ouais, tu savais que ça allait pas être une rédemption, parce que tu savais ce qui se passait. Mais je me doutais que ça allait mal finir. Bah oui, parce qu'on sait qu'il a pas eu de reine et tout, etc. Donc Mes vieux restes d'histoire de l'art chinois me disaient que bon, ce mec-là, il était quand même pas très recommandable. Et puis après, à la fin, quand tu découvres l'étendue de sa trahison, l'étendue de son obsession et de sa folie, il a un gros pet au casque. Tu peux plus les shipper ensemble, c'est plus possible. Mais c'est l'aboutissement tout à fait logique d'un villainous crush s'il n'y a pas de rédemption derrière, quoi. C'est-à-dire qu'il commence en mode Kylo Ren. Au milieu, tu crois que c'est Ben Solo ou Anakin du début. Et puis à la fin, il rebascule en mode Anakin de la fin. Il en Vador. Dark Vador, Anakin de la fin, quoi. Ah ouais, mais par contre, c'est beau de A à Z. Parce que tu vois, justement, même la fin, hyper esthétisante, quoi. On a pas mal ça. Alors, c'est une des rares séries où je dois dire que j'aime bien regarder les combats. Parce que même là, soit dans le premier épisode, où il y a une ambiance western, avec la poussière qui vole et des trucs comme ça, j'ai trouvé. Il y a des très belles chorégraphies moi j'ai trouvé pour les combats. Ouais. Et donc le dernier là, le duel final entre eux, encore une fois, on est dans l'esthétique, vraiment. C'est superbe. Et donc après il y a cette encore une fois spoiler, donc on parle de tout. Donc à la fin il se retrouve à descendre les marches. Alors en plus, tu vois, par rapport à Ningyi, tu vois Ningyi qui lui monte les marches. Là lui descend les marches, soit symboliquement, alors qu'on va vers le futur premier empereur. Là j'ai trouvé ça intéressant qu'ils prennent ce parti pris. Et donc il descend avec ce tapis rouge qui fait comme une mare de sang là. Donc vraiment t'as sa descente aux enfers avec le soleil couchant, le corbeau qui s'envole. Enfin cette esthétique là, elle est vraiment, mais c'est tenu d'un bout à l'autre, quoi. C'est rien que pour ça, la scène de suicide avec Dame Chou, elle est trop belle. Enfin c'est filmé somptueux. Et alors c'est amusant parce que tu vois c'est des décors, donc ça a été filmé au studio de Hengdiang, je crois qu'il y a 2 grands studios principaux. Donc il y a celui-là. Donc maintenant le truc, c'est que moi la première fois que j'avais vu la série, c'était la première série que je voyais. Depuis, comme tu le sais, avec toutes les séries chinoises que ah la vache, je m'accumule, qui m'amuse, le débit, c'est que maintenant les prises de vue qui ont été faites dans cette série, je les vois dans d'autres séries. Donc ça me fait marrer parce que tu vois, je les vois avec le portail. Je dis, tiens, c'est le portail de Goodbye My Princess. Ah, c'est le machin, c'est le couloir de la mort de machin. Et donc c'est assez amusant parce que voilà, c'est un des studios principaux où la plupart des. Donc après rapidement, vous vous dites, tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. Et donc c'était bien fait. Un truc que j'ai pas aimé, on n'a pas tellement parlé au début, on place sur les trucs qu'on n'a pas aimé. Il y a plein de trucs que j'ai pas aimé. Déjà c'est alors je vais dire la musique. Alors bien que je trouve la musique du générique très bien, il y en a une qui m'a saoulée. C'est la musique que j'appelle prise de son dans les chiottes. C'est qu'il y en a une où t'entends... Non mais je te jure, je te dis, ils ont amené le micro, il y en a un qui pissait à côté, c'était dans les urinoirs, j'en sais rien. Tu vois le thème principal où t'entends des bruits de gouttes, t'as des bruits de flotte comme ça, et tu te dis, c'est la série qu'il faut pas regarder quand t'as envie de pisser, quoi. Si t'as une cystite ou autre chose, t'es mal. Elle revient sans arrêt, cette musique avec des gouttes, et je suis là, mais arrêtez, fermez le robinet, quoi. Elle m'a gonflé, celle-là, mais à un niveau. Moi non. Ah, t'as pas remarqué? C'est pas secret. Aïe, aïe, aïe. Et alors, tu vois, les costumes que je trouve somptueux, alors ils sont
sont très beaux. Il y a quand même des trucs que j'ai pas aimés. Alors, encore une fois, ils sont d'époque, ils sont vraiment mais magnifiques. Mais, par exemple, son costume de Mère Noël, il me ressortait par les yeux, tu vois, le costume rouge et blanc. J'ai l'impression qu'elle est sur son traîneau à n'importe quel moment. Ah non, c'est un des plus beaux. Ah, tu trouves? Ah, moi, la Mère Noël. Ouais. Ah, je l'aime pas, la Mère Noël. Et puis, il y a l'autre, alors, il y a les coiffures avec les guidons de vélo, là. Ouais, en tout cas, avec les banderilles dans les chignons. Tu te dis, mais mon Dieu, il y en a un comme ça. Alors, par contre, c'est vrai que ça a été pensé. Donc, c'est vrai que tu disais, elle met du pêche. Alors, elle est très dans des couleurs pastel au début. Et puis, au fur et à mesure qu'elle devient amoureuse du roi, elle vire au rouge. Donc, qu'elle gagne en influence sur lui. Donc, un vrai statut politique. Elle porte de plus en plus de rouge, même si elle continue à refuser toutes ses demandes de devenir reine. Elle a plus d'assurance et elle porte de plus en plus de rouge. Moi, j'aimais beaucoup la coiffure qu'elle avait dès le début. T'as l'impression qu'elle a des poignards plantés en oblique des deux côtés. Ah ouais, c'est ça, je te dis, c'est les banderilles. Magnifique. En fait, c'est parce que c'est une série, ce que je te disais juste avant, ça dirait un peu la corrida, quoi. T'as plusieurs... quand j'ai parlé de l'entrée des gladiateurs, au tout début dans le générique, c'est presque l'entrée dans la corrida, quoi. Des taureaux et du matador. Ah bah d'ailleurs, le dernier épisode avec donc la tentative d'assassinat de Jinke, du flanc, en fait, cette scène, elle est terrible et il se fait massacrer par le roi, mais l'autre, tu vois, sa soif sanguinaire, il le fait souffrir, il l'éventre. C'est une scène qui est assez difficile à... Faut avoir l'estomac bien accroché, quoi. C'est vraiment difficile. Tu dis, mais abrège ses souffrances, décapite-le. Et non, l'autre, il agonise, il saigne de partout. La conspiration a été découverte, bien sûr. Elle défonce la moitié de la garde du palais, qui ne rend pas les coups, parce qu'ils ont reçu ordre de ne pas la blesser. Si, les derniers, ils finissent par lui... Les derniers, bah oui, ils ont vu des dizaines de mecs tomber, parce qu'encore une fois, elle est vénère, etc. Bien sûr, elle arrive trop tard, son amant, le flanc, son amour de jeunesse, est en train d'agoniser. Le flanc était retombé. Il est sur une civière, et elle lui dit « Attends-moi, mon amour, j'arrive », au flanc. Et puis, elle rentre dans la salle du trône, où il y a eu le massacre, etc. T'as le roi qui l'attend et elle dégaine son arme. Et il y a un duel entre eux qui est très beau et elle se laisse tuer, en fait. Elle ruse. Il la tue, en fait, mais c'est elle qui a tout orchestré. Et en fait, elle lui dit, bah maintenant, tu vas savoir ce que ça fait et j'espère que ça fera de toi un meilleur souverain. Bah non, ça va pas être le cas, mais c'est pas grave. Bah même s'il accuse le coup aussi, mais on sait que ça va pas le changer, vu son passé. Rien l'a changé jusqu'à présent. Non. Il a réussi à donner le change, etc., à porter un masque avec elle, à l'entourlouper, et nous aussi par la même occasion. Au fond de lui, il est incapable de changer, ce mec-là. En tout cas, c'est sur cette note-là qu'on reste, même s'il retourne sur le rocher à faire un vœu où ils étaient gamins, il se repasse la scène en tête et il refait un vœu devant, pareil, une lune énorme, merci, à la Hollywood, quoi. T'y crois pas. Puis en plus, tu sais qu'il va annexer tous les autres royaumes et que va y avoir encore des bains de sang avant que l'unification soit possible, et voilà, quoi, c'est compliqué à la fin. C'est vrai que le moment où il le tue, c'est pareil, c'est effectivement une corrida aussi, parce qu'en plus il enlève sa cape, il y a tout mouvement de cape, et c'est vraiment, une exécution, et le duel à la fin, et là elle est repassée en orange, et c'est vrai que finalement c'est un retour avec on voit qu'elle a déjà renoncé à sa relation avec le roi. Elle reporte la couleur qu'elle portait quand elle est entrée au palais la première fois, en victime. Et là c'est pareil, elle fait un sacrifice, en fait. Elle se sacrifie, les deux fois elle fait un sacrifice. Elle se sacrifie quand elle rentre au palais et elle se sacrifie quand elle affronte le roi. Ah, mais elle n'a jamais eu l'intention de le tuer. C'est ce qui se passe dans cette série. En fait, elles se suicident toutes. Il y en a une, c'est le poison. L'autre, c'est la soie blanche. La corde. Où tu te pends, la soie blanche. Voilà. Et puis donc, elle, c'est le poignard. Voilà. Elle retourne le poignard avec lequel elle aurait pu le frapper. Mais c'est lui qui la transperce. Alors effectivement, comme tu as dit, je pense qu'il veut tellement massacrer le mec parce qu'il y a le prix du sang, le sang de la virginité probablement, encore une fois, qu'il n'a pas eu avec elle, et donc du coup clairement c'est ça. Parce que il est sadique, vraiment c'est un plaisir sadique, il fait durer le plaisir, il le nargue, c'est comme un matador, qui lui lance des pics verbales, etc. Il joue avec, comme un chat avec sa bouffe, et à la fin, c'est une horreur. Moi ça m'a presque rappelé la mise à mort de Braveheart, sauf que là c'est pas un bourreau qui exécute
le rebelle, c'est le roi lui-même qui prend un malin plaisir, et quand tu le vois faire, tu dis ouais, bah, ok, ce mec-là, il est récupérable. Bah, puis surtout qu'il avait prévu son coup, parce que c'est vrai que sur le plan des arts martiaux, il peut pas gagner contre lui, parce que l'autre est devenu en plus il a eu un super entraînement. Pendant des années, il s'est entraîné comme un fou pour se venger, pour lui faire la peau, etc. Donc il a aucune chance, parce qu'en devenu, plus, quand la fois où il avait essayé de se battre contre l'autre frère d'armes, le garde du corps, là, il s'est fait torcher quand même. Donc il pouvait absolument pas gagner. Donc en plus, il avait une entourloupe de l'empoisonner à l'avance. Il avait calculé son coup pour qu'au moment où il arrive, il se présente devant lui, puisqu'il est au courant de tout le projet d'assassinat. En fait, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait dans tout le royaume que tel jour, ils vont arriver avec leur projet. Mais c'est ça. Et donc tout le monde essaye de les arrêter. Il n'y a pas moyen. Lui, il va aller jusqu'au bout de son projet d'assassinat. Il va y aller. Et puis l'autre, de son côté, il a, comme tu l'as dit, comme le chat, là, il a prévu il a tendu, même comme l'araignée, plutôt, il a tendu sa toile. Il a tout préparé. Et donc au moment où le mec il arrive, il fait tarder le moment pour être sûr que le poison commence à faire son effet. Tu vois l'autre qui commence à cracher le sang, on dit ah ça y est c'est bon. Et donc à partir de là, vas-y, fais péter le matador, et là il peut le mettre à mort facilement, puisqu'il est pas, il est incapacité, quoi. Il est plus en capacité de se battre. Et puis elle, il l'avait mise hors course parce que il l'empoisonne pas, mais il lui fait administrer un sédatif. Bah, celui qu'elle avait d'ailleurs prévu de donner au mec pour pas qu'il se présente devant le roi. Exactement. Donc elle a essayé de protéger le flanc, et ça se retourne contre elle, et le roi, comme c'est un sadique, bah, il utilise ça pour lui donner à elle. Et manque de bol, elle se réveille, ou coup de chance, je sais pas. Ça, c'est il y a qu'elle qui sait, mais oui, je dirais elle se réveille avant la Lali, quoi, on va dire. Et c'est là qu'elle part en mode vénère avec sa dague à défoncer tous les gardes pour essayer d'arriver à temps. Et puis bah forcément, elle arrive pas trop tard, parce que il a encore un souffle de vie, le flanc. Donc c'est là qu'elle lui dit je te rejoins bientôt. Et puis donc il l'aura revu une fois avant de mourir, et puis qu'après elle s'emplafonne le roi, quoi. Mais à la fin, moi j'ai trouvé ça terrible. Je me suis dit c'est la curée à la fin. C'est plus la curée que la Lali, hein. C'est encore au-dessus, hein. Ouais, il est récupérable, hein. Et pourtant ils lui ont donné quelques morts. Alors c'est vrai qu'en plus on a oublié, donc il est fratricide. Bon, il est parricide dans la série, puisqu'il tue son père également. Il tue son père, ouais. D'une certaine manière, il tue sa mère de chagrin, hein. Je veux dire, mais il se réconcilie avec elle avant, puisqu'ils arrivent à avoir une réconciliation. Ouais. Bon là du coup, il tue sa femme, hein, à la fin. Il en fait d'ailleurs mourir d'autres avant, même si elle se suicide, mais bon, je dirais, il y a quand même, encore une fois, c'était vraiment la mare de sang à la fin, en fait, hein. Ça décanille autour de lui, hein, c'est sûr, hein. C'est pas pourquoi Feng Jouet, elle allait se suicider, hein, parce que quand tu vois qu'il y en avait d'autres, il était beaucoup plus grave, hein, quand même. Donc, ils ont laissé derrière eux, hein. Mais tu vois, moi, ça reste quand même une série que j'ai beaucoup appréciée. Alors, je vous cache pas que j'ai vraiment zappé les intrigues secondaires. Moi, l'amour de jeunesse. Ah, Dan aussi, hein. Le prince, il là. m'est sorti par les trous de nez. Le prince de Dan, machin, pareil, je faisais fast forward, machin. Toutes les scènes que j'ai gardées, c'est celles entre le roi et l'héroïne, c'est celles entre l'héroïne et Monsieur Friendzone. Et beaucoup de scènes entre les nanas aussi, parce que les intrigues de palais, moi, éventuellement, ça peut me faire chier. Mais là, ça m'a pas fait chier du tout. Et j'aimais bien Lady Chu. Je l'aimais bien, cette actrice, qui joue aussi dans 10 Miles of Peach Blossom, d'ailleurs. En même temps, qui n'est pas dans 10 Miles of Peach Blossom? Oui, c'est ça, en fait. Si, un autre truc que j'aime pas, moi, j'en ai oublié de parler, qui est important, parce que c'est important d'en parler, c'est la question du doublage. Parce que c'est un truc que j'ai appris récemment, en fait, ça a été un choc pour moi, hein. Je te rappelle, Aurélie, j'étais complètement traumatisée de me rendre compte qu'en fait, parce que c'est vrai qu'on avait bien vu que des fois, ça collait pas les lèvres avec... des décalages, des légers décalages. On se disait qu'il y avait des fois, ça allait pas. On se dit, bon, ok, parce qu'il y a de la post-prod, le son était dégueulasse sur le jour de leur prise de son, et puis ils l'ont refait après, enfin, logique, tu vois, doublage normal. Et en fait, j'ai appris que la majorité des séries chinoises étaient doublées en post-prod, mais pas par les acteurs qui jouent dans les séries. Et donc, sur celle-là, j'ai envie de dire qu'à mon avis, ne sont pas doublés par les acteurs. Et choc pour tous ceux qui surkiffaient Marc Chao dans 10 Miles of Peach Blossom, ça n'était pas sa voix non plus. C'est rassurant. J'avoue, là, gros...
Grosse déception. Mais par contre, je rassurerai les fans de Rise of Phoenixes, ce sont bien les acteurs qui se doublent dans Rise of Phoenixes, donc c'est les voix des acteurs. Et alors la raison pour lesquelles ils font ça, alors elles sont multiples. Alors des fois c'est pour des questions d'accent, hein. Donc imaginez que vous avez des acteurs qui ont l'accent du sud-ouest, donc ce serait pas très compatible avec l'ambiance historique mandarin classique standard qu'ils veulent coller. Donc ça aussi parce que apparemment les acteurs veulent pas s'emmerder à revenir en post-prod. Ils tournent tellement que c'est considéré comme une perte de temps pour certains, ou en tout cas pour certaines productions, de faire revenir les acteurs. Ce qui est incroyable. Faut quand même reconnaître que Sourcil, je l'aime beaucoup, hein, mais il a pas la profondeur d'un Chen Kun ou d'un Mark Chao. Ah ouais, imagine Mark Chao ou Chen Kun dans le rôle de... Alors encore une fois, il est bien, et alors je veux dire, il est pas mal dans ce rôle-là, mais c'est vrai qu'il est un peu... il est un peu sur deux trucs, c'est-à-dire que soit il est choupinou, hein, il peut être vraiment choupinou, ou alors il fronce les sourcils. Ou alors il est infect. Ouais, il a deux vitesses, quoi. C'est ça. Donc, j'ai trouvé que le personnage, du coup, manquait un petit peu de nuance. C'est peut-être le seul truc qui m'a gênée. D'autant que elle est plus nuancée, finalement, l'héroïne. Et je pense que Dilreba a quand même un panel plus vaste, en fait, un répertoire plus vaste que lui, hein. À mon avis, en termes de jeu, elle est au-dessus, quoi. Par exemple, Vin Jang, il a cet avantage qu'il est... il a de la présence, voilà. Donc, encore une fois, il est très beau, il a de la présence. Et donc, ça passe en roi, là, en empereur, ça le fait. Ah, quoi, ça passe, hein, ça fonctionne. La manière dont il est filmé mais... et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Mais par contre, c'est vrai que... Et j'ai dit, je l'ai vu dans une autre série depuis qui s'appelle I Will Never Let You Go, où j'ai trouvé très bien. Je me dis, tiens, enfin, il va être bien. Et puis, jusqu'au moment où arrive le deuxième personnage masculin, un peu vilaineux croche, on va dire, et à partir de là, moi, c'était fini. Je suivais plus notre Vin Jang. J'étais là, bon, on s'en fout, j'aime mieux le deuxième, c'est bon. Et tout à fait pareil comme dans pour 10 10 Miles. Voilà, dans 10 Miles, toutes les deux, on le trouvait très bien au début. Ah, quoi, Villainous Crush. Voilà, on n'avait même pas trop calculé. Enfin, toi, tu l'aimais un peu mieux, mais moi, j'avais même pas calculé Mo-Yuan au début, mais pas du tout, vraiment. Enfin, j'avais repéré, mais pas plus que ça. Et puis, voilà, au début, Li Jing, ça passait très bien. Et puis, à partir du moment où arrive Yeroi, bon, allez, c'est bon. Alors que Yeroi, c'est pas un Villainous Crush, hein, c'est un bon gars. Le seul truc, c'est qu'il est habillé en noir, mais sinon... Et qu'il a une enfance de merde. Et qu'il a eu une enfance de merde, mais j'ai envie de te dire, que ce soit les héros ou les méchants, ils ont tous des enfances de merde, et pas que dans Star Wars. Donc, ça n'explique pas tout. Notre héroïne, elle a pas eu une enfance de merde, elle, hein, du coup. À part qu'elle a perdu ses parents, mais et que son royaume a été annexé, mais son grand-père, il a quand même, il lui a donné une enfance la plus harmonieuse possible. Elle n'était pas la seule parce qu'elle avait ses compagnons d'armes. Il lui a donné une structure, il lui a donné un code d'honneur, il lui a donné les moyens de se défendre. Donc c'est vrai qu'elle a une enfance globalement plus heureuse que certaines héroïnes, voilà. Mais lui, par contre, il a vraiment eu une enfance de merde et c'est pour ça qu'à mon avis, il a un plan de sauter. Mais malheureusement, celui-là, il se rachètera pas. Mais même en sachant cela, moi, j'aurais apprécié la série pareil. Hein. Faut pas que ça vous empêche d'aller voir la série parce que quand même leurs interactions, elles sont... Ah ouais. C'est intense, quoi. Tu fais le best-of des scènes, hein, franchement. Ah ouais. Super bien. Hein. Non, voilà, c'est... Puis encore une fois, c'est magnifique. Hein. Plaisir coupable, complètement assumé. Hein. C'est un péché mignon, hein, et puis il n'y a pas de souci. Hein. Vraiment, merci de l'avoir mentionné dans Les Méchants in Love, parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série, et je pense que je me referai des best-of, comme avec les précédentes. Par contre, ça m'a pas laissé aussi déprimée ou pas bien que The Rise of Phoenix, où j'étais encore plus investie et il m'a fallu plus de temps pour décompresser après. Je pense que ça tient aux acteurs, hein. Encore une fois. Ouais. Ça dépend de ça, ouais. Même si c'est pareil, même si on a dit qu'il y avait des acteurs secondaires, il y avait des choses intéressantes, tu vois, encore une fois, il y a moins d'acteurs secondaires percutants, même si tu peux t'intéresser aux nanas derrière. C'est une série, je dirais, féministe, hein, parce qu'elle passe sans problème le test de Bechdel. T'as des nanas avec des noms qui parlent d'autres choses des fois que de relations, hein, elles parlent beaucoup politique, et à un moment, t'as aussi les deux, là, alors, celle dont on n'a absolument pas parlé, là, celle qui passe, oh là là, la princesse Sarah, là, qui passe son temps à être amoureuse
amoureuse de manière dévouée du Jinke qui la calcule pas. Elle aura rien du tout. Mais alors c'est la meilleure amie. J'ai tout zappé cette partie. Mais alors là, c'est tristoun, hein, parce que... Dans la friendzone aussi, elle n'en sortira pas, Mimiche. C'est la meilleure amie de l'héroïne. Par contre, elles sont là, le passage où elle déclare qu'elles vont être toutes les deux sœurs, elles sont là à faire des vœux et tout. C'est assez mignon et t'as toute une palette de relations féminines, donc c'est intéressant. Et je dirais que du coup, les relations masculines, pour une fois, t'en fous complètement, quoi. Les mecs, on s'en fout. En dehors du roi, de l'eunuque et de friendzone, moi, les mecs, j'en avais rien à secouer. Je les trouvais pas intéressants. Non, ils sont pas en plus servis par des acteurs plus percutants que ça, j'ai envie de te dire. Donc il y en a pas un qui tire son épingle du jeu. Ouais. Ou est-ce qu'ils sont pas assez détaillés? J'en sais rien. C'est peut-être écrit comme ça aussi, mais en tout cas, les personnages, c'est pas le niveau de Rise of Phoenixes. Ils sont presque tous excellents, pas juste bons, mais excellents, quoi. Mais l'écriture est pas la même, je pense que ça joue aussi. Par contre, voilà, effectivement, alors pour le parti pris esthétique et pour la relation entre le roi et Gong Sun Lee, à foncer, quoi, parce que c'est chouette. Ah ouais, c'est beau, c'est que du bonheur. C'est une très belle découverte, donc ne boudez pas votre plaisir et foncez. Testé et approuvé par les Lucasfilm. Voilà, voilà. Kingswoman. Épisode suivant, alors là, comme on est dans une version, on va dire, estivale, on va vous proposer un épisode par mois, donc ce sera un rythme un petit peu plus réduit. Et donc, nous partons au Japon à la demande d'Aurélie sur une série. Alors, je maintiens, hein, le Japon reste malaisant. Alors, c'est une série qui avait pourtant, qui est la version live d'une série dessin animé qui avait illuminé notre enfance à toutes les deux, qui était Laura, la passion du théâtre. Donc là, nous allons partir sur Glass no Kamen. Alors Aurélie, vraiment, alors piaffé pour que je voie cette série. Ce fut fait et on aura plein de choses à vous dire et je pense que cet épisode sera très sympa et très drôle et très fun, oui. Voilà, exactement. Alors par contre, c'est old school, hein. On va dire, on part dans le vintage, hein, donc on va vraiment sur... oui. C'est le siècle dernier, hein, donc c'est vraiment pré-2000, hein, dans les années 90. Donc ça, à ce niveau-là, ce sera esthétiquement moins bien servi que notre Kingswoman. Mais en tout cas, un épisode qui sera que du bonheur. Hein. Ah, dans les vieux pots, on fait encore des bonnes soupes, hein, donc voilà. Épisode poule au pot. On fait des soupes qui sont parfois un peu difficiles à avaler, ou en tout cas qui posent certains problèmes, en tout cas... Des ingrédients bizarres, on va dire, ouais. Donc on vous dit à très bientôt pour du très lourd, à nouveau. À très bientôt.